Ah, vous les voici avec le masque, Sébastien. Première fois, on veut vraiment envoyer le message qu'en public, on porte le masque désormais. Donc, changement de paradigme, changement d'attitude complet sur le masque. On va l'encourager. Même qu'on est dans des lieux comme ça, on veut faire image, comme on dit, ben voilà, c'est fait. Le port du masque est encouragé. Sera-t-il imposé dans les transports en commun? On verra. Et les garderont-ils sur la tribune aussi? Parce que, vous savez, il y a des yeux de lynx qui disent que messieurs Arruda, Legault et Mme McCann ne sont pas à 2 mètres de distance sur la tribune. Ce qui est vrai. Et qu'ils devraient porter peut-être un masque puisqu'ils ne sont pas capables de respecter la distanciation physique. Là, ils arrivent avec un masque. Évidemment, pour la communication, c'est pas idéal, un masque. Je serais étonné qu'ils les gardent, mais bon, on est ici pour être étonné. On est étonné depuis 2 mois. On est payé pour être étonné. Mais en passant, on est à la date du 2 mois. Les premières annonces de mesures, c'était le 12 mars. Nous sommes le 12 mai aujourd'hui. Exactement, 2 mois. 9e semaine. Alors, on va écouter ce point de presse avec cette entrée, voyez-vous, Dr Arruda qui l'enlève en tenant les élastiques. Il y a eu une vidéo qui a été faite. Quand on enlève le masque, il faut prendre les élastiques avec les doigts, le pouce et l'autre doigt, pour éviter de mettre les mains et de se réinfecter ensuite. Mais là, peut-être qu'il va le garder, M. Legault, un peu plus longtemps qu'on croit. On écoute et on revient. À vous la parole. Oui. Je vais enlever ça pour que tout le monde comprenne. Bonjour tout le monde. Écoutez, j'ai voulu porter le masque, pas parce qu'on en a besoin ici, mais parce que vous allez le voir, on veut faire une suggestion forte aux Québécois quand ils sortent de chez eux. Donc, je veux effectivement, avant de vous parler du bilan, de vous parler des fameux masques. On l'a dit depuis le début, il y a des consignes qu'on doit suivre pour freiner la propagation du virus. Les 2 consignes les plus importantes, on les a beaucoup répétées, c'est d'abord se tenir, comme on le fait, à 2 mètres de distance des autres personnes en tout temps. Deuxièmement, quand on touche à des objets qui auraient pu être touchés par d'autres personnes qui pourraient être infectés, de se laver les mains avec du savon. Mais il y a une 3e consigne qui est importante et puis, qui vient ajouter, qui est moins importante que les 2 premières, mais qui peut quand même avoir un effet important, surtout si on s'approche à moins de 2 mètres des autres personnes. Donc, c'est le masque. Et ça n'a pas bougé, là, vous l'avez vu. Moi, c'est Mme Bergeron qui m'a donné ça, là, une dame qui m'a envoyé ça comme cadeau. C'est fait à la main. On n'a pas besoin d'avoir un masque comme les gens qui sont dans les hôpitaux. Marque, donc, artisanal. Certains appellent ça un couvre-visage. L'idée, et puis c'est important de le dire, le masque, c'est pour protéger les autres. Donc, c'est pas pour se protéger soi, c'est pour protéger les autres. Ça veut dire, si on parle ou si, encore pire, on tousse, et puis on n'a pas le temps de mettre son coude devant la bouche, comme ça m'arrive de temps en temps, vous l'avez déjà vu, mais là, le masque empêche de contaminer les autres. C'est pas quelque chose qui est nécessairement nouveau dans le monde. Je me souviens, je pense que je vous l'ai déjà compté, d'être allé au Japon il y a une 20aine d'années. Et déjà, à l'époque, les gens qui avaient le rhume ou la grippe portaient un masque. C'est une question de respect pour les autres. Puis, ça peut même avoir des effets très positifs, entre autres, pour la transmission du rhume et de la grippe. Donc, quand on a un virus, si on respecte les autres, techniquement, qui peuvent être nos amis, nos voisins, nos parents, bien, on ne veut pas leur donner le virus. Donc, quand on met un masque, c'est pour protéger les autres. Évidemment, si tout le monde le fait, bien, tout le monde se protège et on se retrouve dans une situation qui est idéale. Évidemment, quand on prend l'autobus ou le métro, ou qu'on est dans une situation où on n'est pas nécessairement capable de s'assurer d'avoir le 2 mètres,
par exemple, on rentre dans un magasin puis il y a beaucoup de monde dans le magasin, bien, c'est mieux d'avoir un masque. Mais, évidemment, au début, ça fait bizarre de voir les gens avec les masques. Sûr, j'ai vu Cathy qui me regardait avec un drôle d'air tantôt quand elle m'a vu avec le masque. Mais on va s'habituer. On va s'habituer. Et c'est une habitude qui est une bonne habitude qui va nous permettre plus rapidement de revenir à une vie un peu plus normale. Donc, très important de le faire et je le recommande. Moi, je demande à tous les Québécois, à Montréal puis dans le reste du Québec, quand vous sortez de chez vous, mettez-vous un masque. Donc, si vous allez voir votre mère, si vous allez dans un magasin, sûrement si vous allez prendre l'autobus, portez un masque. Donc, je souhaite voir le plus de Québécois possible, partout au Québec, porter le masque. Ceci étant dit, mon introduction étant finie, je reviens sur le bilan. Bilan du jour, bon, 118 décès hier. On est rendu à 3131. Évidemment, toutes mes pensées pour les proches, les familles de ces victimes. La situation continue d'être très concentrée à Montréal. Sur les 118 décès, il y en a 113 qui viennent de la grande région de Montréal. Bon, comme l'a expliqué le docteur Arruda hier, il faut être prudent avec les chiffres journaliers parce qu'il y a des chiffres qui sont collectés sur un certain nombre de jours, mais ce n'est pas nécessairement des décès des 24 dernières heures. On va vous remettre le fameux tableau là, que vous montrait le docteur Arruda hier, qui vient remettre dans la bonne journée les décès. Puis vous voyez que quand même une tendance positive, là. C'est-à-dire qu'il y a une diminution quand on les regarde journée par journée. Concernant le nombre de cas, même si on a beaucoup augmenté le nombre de tests, on a 756 cas de plus, donc on est rendu à 39 225. C'est important de dire que sur les 39 000, il y en a au moins 10 000 qui sont guéris. Pour ce qui est des personnes hospitalisées, 1841 personnes, donc 3 de plus qu'hier, mais 186 aux soins intensifs. C'est une autre diminution de 7. Donc, on le voit là, depuis quelques jours. Tranquillement, le nombre de personnes aux soins intensifs, qui sont les personnes qui sont dans les situations les plus critiques, diminue tranquillement. Puis comme je viens de vous dire, c'est ça. Malgré l'augmentation du nombre de tests, le nombre de cas, 756, n'a pas augmenté, a même un peu diminué. Parlant du nombre de tests, dans une situation un petit peu paradoxale, à beaucoup d'endroits, il nous manque de monde qui veulent avoir un test. Donc, je fais un appel aujourd'hui, entre autres aux gens qui sont dans les zones chaudes, là, donc Montréal, Laval, allez vous faire tester. Donc, évidemment, dans les prochains jours, on va tester de plus en plus des personnes même qui ne sont pas symptomatiques, mais bon, il reste que encore les gens qui veulent être testés, c'est des gens qui sont inquiets, donc souvent qui sont symptomatiques, mais ça va être important de tester beaucoup, là, entre autres dans la grande région de Montréal. Puis, on a une capacité de tester qui est à 16-17 000. Donc, on voudrait se rendre jusque-là, mais évidemment, il faut avoir des clients. Et c'est important. On va le faire dans les régions, mais c'est encore plus important, quartier par quartier à Montréal, parce que c'est là que la situation continue d'être difficile. D'ailleurs, je vous informe que jeudi et vendredi, je vais être à Montréal. Donc, j'aurai l'occasion de rencontrer la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Je vais avoir l'occasion aussi de rencontrer les gens de la santé publique à Montréal, puis d'autres intervenants là, qui sont dans les CIS, les CIUS, les différents CHSLD, donc des gens qui sont dans la gestion. Même si ce n'est pas une grosse diminution, on a eu encore hier une petite diminution
du nombre, c'est-à-dire une augmentation du nombre de personnes qui sont revenues au travail. Donc, je veux les remercier, entre autres dans les CHSLD. Tranquillement, le nombre d'employés réguliers revient. Et je continue à lancer mon appel à tous ceux qui ont fini leur quarantaine. S'il vous plaît, revenez dans nos CHSLD. On a besoin de personnes qui ont de l'expérience. Mes remerciements du jour. Écoutez, vous ne pouvez pas savoir comment ça m'a fait plaisir de voir les images hier soir des enfants qui retournaient à l'école ou dans les garderies. Gros sourire des enfants qui revoyaient leurs amis qu'ils n'avaient pas vus depuis 2 mois. Ça, là, comme je le dis souvent, c'est comme ma paye pour le travail que je peux faire ici au gouvernement du Québec. Je veux évidemment remercier les enseignants, enseignantes, les éducateurs, éducatrices, les chauffeurs d'autobus, les directions d'école, les concierges qui ont nettoyé les lieux. C'est pas simple là, de refaire une espèce de mini-rentrée avec des nouvelles consignes. C'était d'ailleurs très drôle de voir les jeunes enfants là, qui étaient à 2 mètres les uns des autres. Mais moi, en tout cas, ça me redonne de l'espoir et ça s'est bien passé. Donc, merci à tout le personnel qui s'est assuré que ça se fasse aussi bien. Donc, c'est quand même là un beau message qu'on a vu là, puis qu'on a vu que les Québécois sont débrouillards, puis sont capables de s'organiser, même à quelques semaines d'avis. Je veux revenir sur le masque. Bon, évidemment, nos façons de vivre vont changer au cours des prochaines années. Malheureusement, là, on ne pense pas que le vaccin va arriver dans les prochains mois. Donc, il va falloir prendre des mesures pour la gagner, cette bataille, reprendre le contrôle, en particulier à Montréal, reprendre le contrôle du virus. Puis ça ne sera pas un long fleuve tranquille, là. Il va y avoir, à un moment donné, dans certains quartiers, des éclosions, puis on va envoyer le plus de monde possible pour reprendre le contrôle dans ces quartiers-là. Donc, je ne dis pas que ça va être facile les prochains mois, mais si on suit bien les consignes, puis je sais que les Québécois sont capables de suivre les consignes. Donc, ça veut dire rester toujours à 2 mètres, porter le masque. Quand on revient à la maison ou quand on a touché des objets que d'autres personnes auraient pu toucher, se laver les mains avec du savon. Moi, je suis convaincu qu'on est capable, ensemble, de la gagner, cette bataille-là, et puis de battre ce maudit virus-là. Donc, être capable de revoir progressivement une vie un peu plus normale. Je compte sur vous, je compte sur tous les Québécois. Merci. Good afternoon. Bonjour. The virus won't leave. Le virus ne quittera pas le Québec pendant longtemps. We'll have to learn to live Il nous faudra apprendre à vivre avec lui. greatly reduce the contagion. Une façon de réduire la contagion, c'est de porter un masque. We strongly recommend. Nous le recommandons fortement. Regarding the staffing Quant situation in à our health network, cette situation des effectifs dans le réseau de la santé, j'aimerais redemander les travailleurs et les travailleuses de la santé qui ont été déclarés positifs et qui se sont rétablis depuis, s'il vous plaît, revenez, nous, on a besoin de vous. Finalement, j'aimerais dire à quel point j'ai apprécié voir des enfants sourire radieux au retour à l'école hier. Merci à tout ce réseau de l'éducation d'avoir organisé cela. Voir cela me donne de l'espoir, oui, pour les mois à venir. Si nous demeurons prudents et nous continuons de maintenir la distance que vous connaissez, nous pourrons reprendre la vie normale. Et je compte sur vous tous et toutes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec une question et une sous-question. Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. D'abord, Dr Arruda, vendredi dernier, vous vous êtes déplacé à Montréal-Nord pour annoncer un plan de dépistage massif.
Or, on est passé bien près d'assister à la fermeture hier soir, n'eût été de quelques interventions de la clinique de dépistage qui est dans ce quartier-là, au CLSC de Montréal-Nord. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de mettre en œuvre ce plan de dépistage massif? Et clairement, combien de tests ont été faits à Montréal-Nord et quel diagnostic peut-on faire précisément de l'état de la contagion là-bas? Merci pour la question. Je dois vous dire que j'ai appelé Mme Dr Drouin juste avant la conférence de presse parce que je m'attendais à ce que vous posiez des questions par rapport à la situation. Implanter des cliniques de dépistage qui vont se déplacer, implanter des cliniques de dépistage qui vont chercher certaines populations, ça relève plusieurs défis. Juste pour vous donner, par exemple, à la clinique de dépistage qui a été mise en place à Montréal-Nord, à Saint-Michel, avant, je voudrais que les autobus arrivent. Elle avait été prévue à être ouverte jusqu'à lundi, au moment où le relais allait être pris par l'autobus de façon importante. Premièrement, il faut comprendre que dans la clinique elle-même, les gens n'ont pas été au rendez-vous, alors qu'ils avaient une capacité de plusieurs personnes. Ça a été la même affaire à Laval, où on a fait des dépistages, notamment dans Chemédé, avec des accès, alors qu'ils s'attendaient à avoir 10 fois plus de cas. Ils ont eu à peu près à peine 90 personnes. Donc, il y a eu une décision qui a été prise à ce moment-là sur la perspective de fermer ce CDD-là. La planification des autobus, il y a la question des autobus, mais aussi des ressources humaines pour la mettre à l'intérieur pour faire l'écart, a été aussi un peu plus longue. On ne se le cachera pas, plus longue que prévu. Et la pleine capacité des autobus va être en place jeudi dernier. Mais, si vous me permettez, à Montréal, la semaine dernière, comparativement à l'avant-semaine dernière, ils avaient fait à peu près 1032 dépistages par jour comme tel. La semaine dernière, ils sont montés à 1900. Ça, c'est des dépistages dans les centres de dépistage. Donc, on a eu une augmentation de 900 tests par jour qui ont eu lieu la semaine dernière. Et les unités mobiles qui vont ajouter à peu près 200 tests supplémentaires ont été en mesure d'en faire seulement 100 à date. Donc, on a une combinaison de facteurs, à la fois de réponse de la population qu'on va devoir stimuler. C'est pour ça que le premier ministre demande aux gens de ces quartiers-là de venir, parce que c'est pas parce qu'on l'offre nécessairement que les gens veulent venir le faire. 2, il y a eu des enjeux de ressources humaines pour être capable de faire les tests dans les autobus. Puis, donc, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on pense qu'avec ce qu'on vient de vous dire, c'est sûr qu'on a dit 14 000 vendredi dernier, on n'est pas rendu là. La semaine dernière, on était à 11 000 tests. Le week-end, il y a toujours une baisse, à la fois parce que les gens se présentent moins, puis pas parce que l'offre n'est pas là, mais les gens se présentent moins les week-ends. Donc, on pense bien qu'on va être en mesure d'augmenter et d'atteindre ce fameux 14 000 dans le courant de la semaine. Les chiffres d'hier n'arrivent seulement que cet après-midi ou vers 3 ou 4 heures comme tel. Donc, on sent une augmentation, pas au rythme qu'on avait demandé, mais c'est pour ça qu'on va faire un push dans la population, qu'on invite les gens de ce secteur-là. Et d'ailleurs, le plan de Montréal va couvrir à la fois beaucoup la partie de Montréal-Est, Hochelaga, Montréal-Nord, va aussi aller à la Rivière-des-Prairies. Donc, l'autobus va se déplacer et on va faire inviter les gens pour les avertir pour venir se présenter, particulièrement s'ils ont des symptômes ou s'ils ont été en contact avec un cas et qu'ils sont asymptomatiques. Une question? Monsieur le Premier ministre, vous nous annoncez votre présence à Montréal jeudi et vendredi. J'ai cru comprendre dans votre allocution d'ouverture que vous entendez également rencontrer des gens de la gestion, si j'ai bien compris. Est-ce que ça va à votre goût à Montréal, sur la façon d'opérer les choses? Bien, écoutez, la situation est difficile. La situation est difficile en particulier dans les CHSLD. Il y a eu certains quartiers où il y a eu des éclosions, donc c'est pas simple. Mais je pense que les gens, actuellement, font ce qu'ils doivent faire. Donc, je suis quand même satisfait là, de ce que les gens font avec les ressources qu'ils ont. Merci. Prochaine question, Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Hier, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que votre gouvernement allait donner des lignes directrices cet été pour la rentrée de septembre dans les collèges et universités, mais que vous espériez que l'enseignement aurait lieu en classe. Beaucoup d'étudiants attendent toujours des communications de leur établissement, de leur département, leur faculté. Et il y a beaucoup d'étudiants aussi et de parents qui attendent des indications pour renouveler un bail ou non. D'autres demandent même des réductions de droits de scolarité s'il y a de l'enseignement en ligne. Qu'est-ce que vous leur dites à ces parents-là, ces étudiants-là qui attendent des réponses, qui attendent de savoir
Comment va se dérouler la rentrée dans les collèges et universités cet automne? Bien, malheureusement, il est trop tôt pour répondre à cette question-là. C'est malheureux, là. On ne sait pas, est-ce que le 25 mai, on va être capable ou non de réouvrir les écoles, les commerces à Montréal? On ne le sait pas encore. Donc, qu'est-ce qu'on va être capable de faire en septembre? On ne le sait pas encore. Puis je ne pense pas qu'il y a personne qui est capable de répondre à cette question-là. Donc, il faut voir jusqu'à quel point on va réussir à reprendre le contrôle du virus, de la propagation du virus. Et là, dépendamment de la situation, on va pouvoir, avec la santé publique, mettre des consignes. Mais moi, je souhaite ardemment qu'en septembre, on soit capable d'avoir des cours en personne dans nos universités, nos cégeps. Et par ailleurs, plutôt que de vous ramener à l'automne, je vais vous ramener maintenant à l'été parce qu'il y a aussi beaucoup de Québécois qui devront prendre leurs vacances au Québec cet été. Je sais que c'est ce que vous souhaitez aussi. Ils voudraient aller dans d'autres régions, mais ils devront faire des réservations. Qu'est-ce que vous leur donnez? Est-ce que vous leur donnez un feu vert de faire des réservations maintenant pour des vacances, de pouvoir se déplacer en région? Bien, écoutez, là, pour l'instant, on pense qu'il faut limiter les déplacements entre les régions. Est-ce que dans 2 semaines, dans 3 semaines, la situation sera différente? Je l'espère. Bien honnêtement, on peut penser que quand on regarde la situation qui est sous contrôle en région, que ça ne devrait pas être trop dangereux, entre autres. Même question qu'on se pose par rapport au camp d'été. Même question qu'on se pose par rapport à toutes les activités touristiques. Évidemment, étant donné que les Québécois iront pas probablement à l'étranger cet été, bien, il y a une belle opportunité pour notre offre touristique. Mais il ne faut pas, en même temps, qu'on stimule la propagation du virus. Donc, ça dépend comment les données, comment la science va pouvoir, au cours des prochaines semaines, nous dire on est rendu où, puis qu'est-ce qu'on peut se permettre comme déconfinement au sens large. Merci. Maintenant, au tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous. Monsieur le Premier ministre, le masque, vous êtes arrivé, vous avez voulu passer un message très clair. On est à la 61e journée aujourd'hui que vous faites des points de presse où que le confinement est débuté et qu'il y a des mesures. Pourquoi pas le rendre obligatoire à Montréal, entre autres dans le transport en commun? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Est-ce que c'est une question d'image? Pourquoi vous ne le faites pas? Bien, plusieurs raisons. D'abord, là, j'ai fait exprès de porter un masque artisanal fait à la main. Pendant plusieurs semaines, on n'avait pas beaucoup d'inventaire de masques chirurgicaux puis de masques N95. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une disponibilité avant de rendre quelque chose obligatoire. Deuxièmement, légalement, avant de rendre une consigne obligatoire, il faut être certain qu'elle soit efficace. J'ai bien précisé tantôt que le masque, c'est pour protéger les autres. C'est pas pour se protéger. Il y a beaucoup de monde qui pense, si j'ai un masque, je vais me protéger moi-même. Donc, il faut être capable, légalement, de pouvoir supporter une obligation. Donc, pour l'instant, c'est pas évident là, qu'il y ait un succès assuré à porter un masque. Ça dépend, entre autres, du tissu, ça dépend comment il est porté, etc., etc. Il y a d'autres mesures qui sont encore plus efficaces, comme se tenir à 2 mètres et puis se laver les mains. Donc, on ajoute cette consigne-là et moi, je la recommande fortement, mais je ne l'oblige pas à ce moment-ci. En sous-question? Docteur Arruda, concernant le déconfinement qui se passe actuellement à l'extérieur de Montréal, ça ne se passe pas à Montréal, mais à l'extérieur de Montréal, ça prend combien de jours pour détecter qu'il va y avoir un nouveau foyer, une deuxième vague, si deuxième vague il y a? Bon, écoutez, pour ce qui est de la deuxième vague, on verra, mais je pense que la majorité des experts s'entendent pour dire, dont le Dr. Fauci, aux États-Unis, qu'il va y en avoir une deuxième vague. Là. Mais parlons à l'automne où on verra. Pour ce qui est maintenant des effets, en périphérie, il faut voir qu'il y a quand même eu certains
milieux ou secteurs qui ont été déconfinés à partir du 4 mai là, en termes de milieux de travail. On n'a pas vu d'événements particuliers. Il y a eu notamment une éclosion dans un centre d'abattage en Montérégie qui a été contrôlé. Il y a eu quand même 60 cas sur une population de 500, mais l'investigation a permis rapidement de clore la situation. L'enjeu le principal, si vous me permettez, c'est peut-être pas nécessairement les milieux qu'on va ouvrir, dont on connaît, dont on est capable, qui sont comme fermés d'intervenir, puis qui ont réouvert avec des méthodes complètement différentes. Ça va être comment est-ce que les gens vont se promener dans la population. Mais actuellement, la situation est sous contrôle. Ce matin, Dr Carignan à la télévision disait qu'à Sherbrooke, il y a presque les hospitalisations, c'est des gens qui sont en train de partir et qui sont en train de guérir. Donc, la situation est vraiment sous contrôle. Et on va voir aussi qu'est-ce qui va se passer avec les écoles. La période d'incubation de la maladie, on sait qu'on dit qu'elle est jusqu'à 14 jours, mais dans les faits, elle est surtout autour de 5, 7, 10 jours maximum. Donc, si après une semaine de déconfinement, on ne voit pas d'éclosion importante, bien, c'est-à-dire qu'on va être en mesure de le voir. On a actuellement les critères. Il n'y a pas eu d'augmentation de cas hospitalisés, pas d'augmentation de cas soutenus dans la communauté. Donc, on suit ça de très, très près. Puis on va ajuster. Puis si jamais il y avait des éclosions, parce qu'il va peut-être en avoir, il va peut-être avoir des cas dans les écoles, c'est clair, c'est peut-être attendu, mais les interventions vont être faites pour les contrôler le plus rapidement possible. Merci. Prochaine question, Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Monsieur Legault, on a eu les chiffres de l'emploi vendredi. On ne vous a pas entendu là-dessus. C'était pas joli. 17 % pour le Québec de chômage, 18,2 % pour Montréal. Pouvez-vous nous expliquer encore une fois pourquoi le Québec est, disons, en pire situation que les autres provinces et Montréal au sommet de la liste? Bien, je pense que les chiffres de l'emploi montrent que le Québec en a fait plus pour confiner puis interdire de travailler à des citoyens. Si vous comparez juste avec l'Ontario, parce que je pense que la seule province qui est comparable avec le Québec, c'est l'Ontario à cause de la grande ville Toronto-Montréal. Bien, en Ontario, ils sont à 11 % de chômage. Nous, on est à 17 % de chômage. Pourtant, avant la crise, on avait un taux de chômage à peu près égal, même inférieur à l'Ontario. Donc, ça veut dire qu'on a fermé plus. Prenons l'exemple de la construction de manufacturiers. Nous, on a fermé. L'Ontario n'a pas fermé. Donc, quand les gens disent, bien, il y a plus de cas puis plus de décès au Québec, bien, c'est sûrement pas parce qu'on n'a pas agi rapidement, là. On a agi très fort puis très rapidement pour confiner les Québécois. Bon, maintenant, sur l'économie, bien, c'est certain que ça a un impact important. Un impact important aussi sur les finances publiques. On a, jusqu'à présent, à peu près 3 milliards de dépenses en santé additionnelles. On a à peu près 2 milliards de dépenses additionnelles en économie. Donc, ça veut dire 5 milliards de dépenses qui n'étaient pas prévues dans le budget. Et il y a un manque à gagner dans les revenus qui fait que pour l'année en cours, on prévoit un déficit entre 12 et 15 milliards. Bon. Juste pour réconcilier les chiffres aussi, quand je vous dis 3 plus 2, 5 milliards de mesures, il y a eu aussi 15 milliards de mesures qui est plus question d'encaisse, de reporter le paiement, par exemple, de la TVQ. Ça, il y en a pour 15 milliards. Donc, 15 milliards, ça ne va pas à la dépense, c'est de reporter à plus tard les entrées. Mais, donc, 15 milliards de mesures qu'on appelle en anglais du cash flow, 5 milliards de mesures. Donc, au total, on a déjà au Québec annoncé pour 20 milliards de mesures. Et bien, il y aura aussi aux 5 milliards qui s'en va directement sur le résultat, sur le déficit de l'année, un manque à gagner des revenus qui nous amène à un déficit de 12 à 15 milliards. Bon, là, c'est difficile d'avoir des prévisions exactes parce que là, ça va dépendre, par exemple, quand on est capable de réouvrir Montréal. Là, puis, bon, là, on sait que ça sera sûrement pas avant le 25 mai. Donc, là, on refait les calculs, mais c'est sûr que l'économie est très affectée.
Le Québec a manqué de personnel dans le système de la santé. Est-ce que vous craignez que la même chose se produise dans les garderies? Manquer d'éducatrices? Ouais, moi, j'avoue là, que j'avais certaines craintes, puis j'ai été agréablement surpris comment ça s'est bien passé dans les écoles du Québec hier. Donc, il ne nous a pas manqué beaucoup d'enseignants, puis il ne nous a pas manqué beaucoup non plus d'éducateurs ou éducatrices dans les garderies pour la portion du Québec là, qui a été réouvert. Donc, je n'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. En plus, on a fait des ententes avec les étudiants en sciences de l'éducation au cas où on aurait eu besoin d'eux autres. Donc, non, je n'ai pas d'inquiétude. L'inquiétude reste comment on fait pour convaincre plus de jeunes de s'en aller comme préposés aux bénéficiaires, d'aller travailler dans les CHSLD. Ça, c'est notre défi. C'est certain, on continue les négociations avec les syndicats, mais si on veut que ces postes-là deviennent attractifs, bien, on veut les faire passer minimum de 21 de l'heure à 25 de l'heure. Je pense que ça va aider. Donc, j'ai très hâte de signer les conventions collectives avec les syndicats. Patrick Belrose, le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Oui, bonjour à tous. Monsieur le Premier ministre, vous avez vu ce matin le bureau d'enquête qui révélait que la moitié des CHSLD n'ont pas été inspectés depuis 3 ans, même si la situation s'améliore depuis environ 1 an, depuis que vous êtes arrivé au pouvoir. On voit aussi que les rapports d'inspection font des commentaires assez généraux. Est-ce que les choses vont changer en termes d'inspection des CHSLD et à quelle fréquence ils devraient être inspectés? Bon. D'abord, vous avez vu, rappelez-vous, l'annonce qui avait été faite par Marguerite Blais pour augmenter le nombre d'inspections. Donc, quand vous regardez depuis 1 an et demi, depuis que notre gouvernement est au pouvoir, il y a eu une augmentation très importante du nombre d'inspections. J'ai demandé qu'on vérifie, là, parce que on me dit que tous les CHSLD sont visités au moins une fois tous les 3 ans. Donc, je sais que dans votre rapport, on disait que ce n'était pas le cas. Là. Donc, j'ai demandé qu'on vérifie, mais on me dit que c'est impossible. Là, que les CHSLD, à ne pas confondre avec les RPA et les RI, les CHSLD sont vérifiés au moins une fois tous les 3 ans. Ça va? Pas par 3 ans, pour vous, c'est suffisant? Bien, écoutez, on va faire une réforme des CHSLD. Avec ce qu'on a vécu, là, on va faire toute une réforme des CHSLD pour bien définir notre offre de services, pour avoir plus d'espace, pour avoir des zones chaudes, des zones froides, d'avoir au total moins d'unités par établissement, pour augmenter les salaires. On a déjà aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des ratios, on a déjà augmenté de façon importante les budgets pour embaucher du personnel. Malheureusement, il y a beaucoup de postes qui sont restés vacants. Mais toute cette réforme-là, là, dans les prochains mois, vous allez voir des gros changements dans nos 400 CHSLD, donc autant public que privé conventionné que privé non conventionné. Sur le masque, je peux me permettre, est-ce que vous recommandez aux parents de demander aux enfants de porter un masque à l'école et dans les transports scolaires? Le port du masque n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à faire. Là. Habituellement, c'est clair qu'en bas de 2 ans, on ne le recommande pas. Pour les autres, ça peut dépendre de la tolérance de l'enfant, de l'ajustement du masque, etc. Là. Donc, je pense qu'on va garder quand même les autres mesures de distanciation sociale. Puis, il ne faudra pas non plus que l'enfant interprète que le masque l'empêche de se laver les mains, etc. Là. Mais c'est pas une contre-indication, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui, en bas de 2 ans, on dit non. Après ça, c'est pas contre-indiqué. Mais compte tenu des mesures qui sont mises en place, on pense que ça peut est pas absolument nécessaire, mais c'est pas complètement exclu. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Monsieur Arruda. Je veux revenir sur le masque, Monsieur Legault, parce que ce matin, on a envoyé un journaliste faire un tour dans le métro. Et il s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait, en forçant, là, 1 personne sur 3 qui portait un masque, puis que les mesures de distanciation de 2 mètres n'étaient pas respectées. Puis qu'il n'y a pas de distribution de masques dans le métro. La STM avait dit qu'ils en feraient peut-être, il n'y en a pas. Puis les distributrices de désinfectants sont difficiles à trouver. Vous dites que vous ne voulez pas l'obliger, qu'il y a une question légale. D'abord, j'aimerais que vous m'expliquiez quelle est cette question légale-là. Qu'est-ce que nous autres, on a compris, puis que New York puis Paris n'a pas compris, parce qu'eux autres, ils l'obligent, le port du masque dans le métro. Pourquoi eux autres, là, il n'y a pas d'enjeux légaux,
Il y a pas puis nous autres, on en a. Pourquoi est-ce que eux autres ont compris que c'était important d'avoir un masque dans le métro, puis nous autres, on dit, on fait pas ça? Bon. D'abord, le masque, faut pas avoir un faux sentiment de sécurité. C'est pas vrai que le masque peut tout prévenir. Donc, faut être prudent. De là, l'aspect légal. Deuxièmement, là où je vous rejoins, même si ça fait 2 mois que j'habite à Québec, je vais retourner à Montréal jeudi, vendredi, j'ai encore beaucoup d'amis à Montréal qui me disent qu'effectivement, métro, autobus, magasins bondés, du monde à moins de 2 mètres, pas de masque, c'est ce qui m'a convaincu ce matin de mettre un masque pour venir vous voir, pour donner l'exemple, puis donner un message fort de dire aux gens, là, mais surtout quand vous êtes dans le métro ou l'autobus, s'il vous plaît, mettez un masque. Donc, on le conseille fortement. Mais il y avait des gens ce matin que notre journaliste Philippe Bonneville a interrogé, des gens qui disaient, entre autres, ça donne rien de porter un masque parce que de toute façon, le virus, il rentre par les pores de la peau. Il y en a d'autres qui ont dit ouais, mais moi, je ne l'ai pas, la COVID, fait que ça ne me donne rien de porter des masques. Je pensais, moi, que les règles, quand vous avez passé, en fait, le règlement sur les mesures sanitaires, que ça vous donnait des droits qui vous permettaient d'imposer des choses. Alors, pourquoi légalement, vous ne pouvez pas le faire? Je ne comprends pas l'aspect légal. Expliquez-moi clairement qu'est-ce que c'est l'aspect légal qui vous empêche d'obliger de porter un masque. Je vais laisser le docteur Arruda, parce que c'est lui qui a travaillé sur l'aspect légal, mais je veux quand même vous dire, de façon générale, ce qu'on souhaite, c'est que les Québécois adhèrent sans qu'on soit obligé de les forcer, là, qu'ils comprennent. Donc, c'est pour ça que j'envoie le message clairement. Jusqu'à il y a récemment, les gens étaient confinés. Donc, il y avait à peu près personne dans les autobus puis les métros. Donc, c'était moins grave. Là, on déconfine, je parle surtout en région. Donc, il y a plus de gens dans les autobus, il y a plus de gens dans les commerces. Donc, de là, l'importance d'avoir un masque. Mais c'est pas à l'épreuve de tout, le masque. C'est pas à l'épreuve de tout. Donc, c'est pour ça là, qu'il y a un aspect légal, mais il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Le virus, il se transmet d'une personne à l'autre, entre autres par la bouche, quand on parle ou quand on tousse. Donc, si on veut protéger les autres, il faut mettre un masque. Donc, on l'encourage. Pas légalement, peut-être? Bien, écoutez, il y a des enjeux. Il y a des enjeux avec la Charte des droits et des libertés qui n'est pas interprétée de la même façon d'un pays à un autre. Ça, c'est un élément. Mais peut-être que je vais me placer dans une perspective de santé publique. Là. Il n'est pas dit, M. le Premier ministre, que si on voit que les comportements ne sont pas respectés, qu'on ne le rende pas obligatoire, notamment. Il n'est pas dit que c'est pas possible, indépendamment des chartes, parce que là, je vais avoir fait la démonstration qu'il n'y a pas respect des consignes qui sont données. Il faut comprendre aussi qu'antérieurement, les transports en commun, effectivement, il y avait moins de monde. En tout cas, à Québec, c'est vrai que je n'étais pas à Montréal. On fait l'évaluation. Il faut aussi, quand on rend obligatoire les choses, il faut s'assurer aussi que les gens qui n'ont pas les moyens de l'avoir puissent l'avoir aussi, là, parce qu'il ne faudrait pas non plus discriminer et augmenter les inégalités sociales de santé. C'est vrai que tout le monde peut s'en fabriquer, mais ce n'est pas tous les gens qui ont les moyens de le faire ou les capacités de le faire. Fait que c'est en train d'être analysé de façon intensive, je l'ai dit, puis je sais que les gens ont déjà pensé que j'étais contre le masque. Je ne suis pas contre le masque. J'ai dit à une certaine époque qu'il ne fallait pas utiliser des masques qui étaient reliés aux soins. Le masque n'est pas reconnu comme un élément très efficace. Il peut correspondre à peu près à 20 de la filtration d'un autre type de masque, etc. Mais on le recommande fortement à tout le monde. En fonction de ce qu'on va être capable d'observer, on peut avoir des justificatifs à ce moment-là d'utiliser la loi de santé publique au-delà des droits et libertés. Fait que là, vous comprenez qu'il y a ça. Les systèmes juridiques ne sont pas tous les mêmes. Il y a des questions de densité de population aussi, d'utilisation, etc. La Ville de Montréal avait regardé la situation, elle aussi, avec son contentieux et en intervient à certaines conclusions. C'est surtout avec la Ville de Montréal que ça a été discuté, je veux dire, au niveau des contentieux. Moi, je tiens à vous dire que ce que je veux vous dire, c'est qu'on va voir comment les choses se passent. Puis s'il faut le rendre obligatoire, on le rendra obligatoire. Puis quand on va le rendre obligatoire, on va s'assurer que les personnes qui n'ont pas les moyens de les avoir
puissent ne pas être discriminés par rapport à ceux qui ont les moyens d'avoir les éléments. Fait que ça, c'est des éléments, je pense qu'il faut prendre en considération. Et, comme je vous le dis, peut-être que les gens ont l'impression que c'est parce que les gens ne portent pas de masque dans la communauté qu'on explique la transmission communautaire qu'on a actuellement. La preuve, elle n'est pas faite, mais on n'est pas non plus contre. Donc, on essaye de l'intégrer dans ce qu'on appelle l'étiquette respiratoire. C'est que si on n'a pas le temps, on a des paquets, des 2 paquets dans les mains, puis qu'on arrive pour tisser, puis qu'on ne peut pas lever le paquet pour aller tisser ici, mais en ayant un masque, on évite d'envoyer des gouttelettes. Et dans les faits, si tout le monde le porte, on protège l'autre, et l'autre nous protège. Donc, c'est recommandé, fortement recommandé. Alex Boissonneau, Radio-Canada. Madame, Messieurs, mes hommages. Il y a eu des inquiétudes parce qu'on a déconfiné certaines régions, on l'a déjà dit. Il y a la mairesse de Saguenay qui recommande aux Montréalais et aux gens d'autres régions de passer 2 semaines en isolant en arrivant dans sa région. Il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. Si ma mémoire est bonne, le maire des Îles-de-la-Madeleine aussi avait recommandé ça. Donc, sur le fond, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Qu'est-ce que vous pensez de l'idée comme telle? Puis sur la forme, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on propose ça aux gens ou qu'on demande ça aux gens, alors que vous parliez hier de la solidarité nécessaire avec Montréal aussi, puis entre les régions? Bon, quand on parle de solidarité, c'est de pas empêcher. Je pense que c'est ça qu'on voulait dire. Moi, je ne peux pas être contre en termes de santé publique, c'est clair. Pour les Îles-de-la-Madeleine, on est au courant. Les îles, c'est aussi un élément complexe. Il faut comprendre que leur capacité de traiter, c'est des complications, il faut qu'ils envoient ailleurs, etc. Moi, je pense qu'on ne peut pas être contre. L'enjeu, c'est de savoir pourquoi on va là. On l'a dit, même si on permet et qu'on ne met pas la police à contrôler tous les gens qui vont venir, on veut que les gens aillent à un endroit quand c'est relativement essentiel. Si c'est un travailleur qui va y aller, c'est sûr que si on y va pour 2 semaines, puis on t'isole 2 semaines, je ne vois pas c'est quoi l'avantage d'y aller. Mais s'il y a des gens qui ont des besoins d'y aller, qui veulent s'installer aux îles pendant une période X, Y, Z, puis qui s'isolent, parce que même dans ceux qui vont au chalet, on a souvent dit, vous magasinez vos épiceries avant d'y aller, vous ne mêlez pas, parce que dans les faits, il faut comprendre que c'est une question de climat social aussi. Fait que les gens le recommandent, ça peut être une possibilité. Mais moi, je pense aussi, on veut se fier au jugement des personnes, c'est-à-dire que si vous voulez aller à votre chalet dans le Nord, organisez-vous pour ne pas exposer les populations locales, parce que ça serait pas agréable, vous ne serez pas les bienvenus. Fait que c'est un peu dans cette perspective-là. Puis, si vous me permettez, des recettes de cette nature-là, il n'y en a pas décrites nulle part. C'est vraiment un nouveau phénomène. Je pense qu'il faut utiliser, à mon avis, un peu son intelligence, mais je pense que c'est à la fois très légitime d'avoir peur que des gens d'extérieur viennent nous contaminer, mais de toute façon aussi, si vous me permettez, ce virus-là ne disparaîtra pas. Hein. Il ne disparaîtra pas non plus dans les communautés. C'est pas vrai qu'il va disparaître de Montréal puis de la région métropolitaine puis sans jamais aller à voir les autres régions. Là. Si les gens ont cette impression-là, là, c'est impensable. Donc, peut-être, c'est pour ça aussi, quelque part, il faut qu'il y ait une certaine ouverture contrôlée. Hein? Et puis, je le dis, on l'a toujours dit, qu'on évalue la situation au jour le jour. Puis si on voit des comportements inappropriés, puis qu'on voit des éclosions apparaître dans des territoires importés par Montréal, on prendra les décisions nécessaires en termes de confinement. En sous-question? J'aurais aussi une question sur les parcs, justement, sur la CEPAC. Il y a une longue fin de semaine qui arrive. Il y a des gens qui aimeraient peut-être aller faire une randonnée dans un parc, ne serait-ce que pour les randonnées, par exemple. Alors que l'Ontario annonce qu'on va ouvrir les parcs là, en Ontario, les parcs provinciaux, pourquoi on ne le fait pas au Québec? Et c'est quoi la logique, justement, de fermer une forêt alors que s'il y a un endroit où on peut respecter le 2 mètres, c'est peut-être là? Écoutez, il faudra qu'on regarde l'analyse avec les gens qui s'occupent de ces secteurs-là. Là, je sais qu'il va y avoir des choses qui vont changer au courant de la semaine. Je ne veux pas annoncer les éléments, mais on pourrait regarder effectivement cette situation-là. Mais encore là, c'est l'autre élément. Quand on ouvre la situation, il ne faudrait pas se retrouver 900 000, moi j'exagère un peu quand je dis ça, là, mais tout le monde, parce que ça peut entraîner un mouvement important. Mais disons que c'est des choses qu'on regarde, et on regarde, très honnêtement, à cause de la fragilité. Puis là, je ne sais pas si vous parlez de l'extérieur de Montréal ou à Montréal, à cause de la fragilité. Parce que là, il y a des conséquences dès que vous ouvrez, par exemple, un parc à l'extérieur, mais ça veut dire quoi pour tel parc sur le village de Mont-Royal? Tout de suite, il y a d'autres questions qui se soulèvent. On va le regarder, mais comme on est dans une période excessivement fragile et critique, on a tendance à être plus prudent dans les réouvertures parce que ce sont des mouvements de population où il peut y avoir des contaminations, puis c'est difficile après ça de tracer qui a été la personne. Alors quand vous ouvrez un magasin ou un commerce puis qu'il y a une éclosion, c'est plus facile. C'est dans cette perspective-là. Mais il y a toujours un équilibre, on veut aussi redonner espoir aux gens pour être en mesure de profiter de la vie
parce qu'on sait que le confinement a des impacts très négatifs. Peut-être pour compléter, la réponse, je pense, c'est le mot graduel. C'est de dire, des fois, on peut avoir des situations qui sont comparables, puis dans un cas, c'est pas ouvert, l'autre cas, c'est ouvert, mais c'est parce qu'on veut y aller graduellement. On veut pas trop donner un signal de tout est revenu à la normale, puis vous pouvez revenir à une vie où vous vivez proche des gens. L'autre donnée aussi, c'est la question région versus Montréal. Donc, je sais que les gens, on a eu beaucoup de demandes pour ouvrir les parcs possible, j'allais dire probable, qu'on soit capable d'annoncer au moins que les parcs en région vont être ouverts. Merci. Mylène Crête, Le Devoir. Bonjour. Je voulais savoir, je me demandais de rendre le port du masque obligatoire, par exemple, dans les transports en commun en particulier. Ça contrevient à quel article de la Charte canadienne des droits et libertés? Ben, c'est-à-dire que, bon, premièrement, je ne suis pas avocat. Ça, je tiens à le dire. Mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, mais je ne suis pas avocat, mais je vais vous dire, dans le fond, là, si vous me demandez quel article dans le détail, là, je vais avoir plus de difficultés. C'est dans ce sens-là, mais je vais répondre à votre question. Quand on brime les droits individuels sur la perspective d'un droit collectif, il faut avoir des bonnes argumentaires pour le faire. OK? Quand on a décidé de confiner le Québec, puis de passer à la loi de santé publique, puis d'empêcher les gens, puis les commerçants de fonctionner, on a brimé les droits des individus. OK? On le fait. On le fait parce que on sait que la mesure de distanciation sociale, de diminuer les contacts, allait avoir un impact important sur la santé de la population, la propre santé des individus et celle de la communauté. Quand on oblige à porter le masque obligatoire avec un niveau d'efficacité, vous allez avoir un expert de la contrepartie qui va venir vous dire que l'efficacité du masque dans la communauté n'a jamais été démontrée dans un contexte de pandémie tel qu'on l'a vu, etc., etc. À ce moment-là, vous pouvez vous faire renverser. Juste pour vous dire, déjà, quand on a décidé d'arrêter certaines activités, on a déjà été amené en cours, c'est en processus actuellement. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là où les gens se disent un autre élément. L'autre élément qu'on veut faire, c'est que si on veut le faire, on ne veut pas non plus être accusé par des groupes, puis bien légitimes, qui défendent les droits des plus démunis, qu'on ne les protège pas, eux, parce qu'eux n'ont pas nécessairement le même accès. C'est tout ça qui doit être pris en considération. Mais, je vais vous dire, advenant le cas qu'un comportement inapproprié et puis qu'on est capable de le démontrer qu'un comportement décompromis, je ne peux pas prétendre, si vous me permettez, que le comportement est inapproprié avant de l'avoir observé. Ce n'est pas sur la base d'une observation sur des personnes qui n'ont pas respecté le 2 mètres, là, ça ne serait pas défendable en termes de cours. Mais très honnêtement, indépendamment des lois, je préfère être accusé d'avoir été plus prudent que pas assez, mais si j'ai des données pour me démontrer, et là on commence à avoir certains éléments d'information plus précis, s'il faut le rendre obligatoire, je vais le rendre obligatoire s'il n'y a pas de respect là-dessus, indépendamment d'être poursuivi ou pas. De toute façon, comme c'est là, on va avoir plein d'enquêtes qui vont avoir lieu. Autre question. Oui, je voulais savoir, M. Legault, on apprend que les gens qui ont des craintes à retourner au travail peuvent continuer à recevoir la prestation canadienne universelle. Est-ce que vous allez demander à Ottawa qu'il revoie les critères? Est-ce que ça peut nuire à vos efforts de déconfinement, de reprise de l'économie? Bien, écoutez, c'est la décision du gouvernement fédéral. Nous, ici, on prend une décision qui est différente. Les personnes qui refusent de retourner au travail, bien, qu'ils soient dans le secteur privé ou le secteur public, bien, ils ne seront pas payés. Le gouvernement fédéral décide que les personnes qui retournent pas au travail vont pouvoir recevoir. Puis là, il semble, c'est pas clair, ça dépend à qui on parle au fédéral, mais il semble qu'ils pourraient continuer à recevoir la PCU. C'est leur décision, c'est pas notre décision. Madame Mécan, je crois que vous voulez ajouter. Si vous permettez, Monsieur le Premier ministre, je n'ai pas eu l'occasion de le faire là, au cours de la période de questions en français. J'aimerais souligner aujourd'hui la Journée internationale des infirmières et des infirmiers. Cette journée-là existe depuis 1965. Je pense que c'est vraiment l'occasion de rendre hommage à nos infirmières et nos infirmiers qui sont au front actuellement. Alors moi, je veux les remercier au nom de toute la population, au nom du gouvernement, vraiment avec ce qu'elles font actuellement. Je veux les saluer et j'espère qu'on aura l'occasion d'ailleurs d'en rencontrer quelques-unes et quelques-uns
dans les prochains jours. Merci. Merci, Madame la ministre. Alors, on va maintenant passer aux questions en anglais. We'll start today with Cathy Sonnet, CBC News. Good afternoon. Bonjour. Vous m'avez surprise, Monsieur Legault. C'est que hier soir, je l'ai tenté, je portais un masque pendant mes courses et je me sentais comme une étrangère. J'étais toute seule à le porter. Donc, il reste beaucoup de travail à faire à cet égard. Vous avez parlé des amis. J'ai reçu une réponse du ministère de la Santé, c'est que avant d'adopter une telle mesure légale, c'est que cela pourrait réduire la liberté individuelle. Il nous faut nous assurer que nous ayons la preuve scientifique que c'est efficace que de mettre un masque en public. Donc, au fond, vous êtes vraiment sur de la glace mince, il me semble, dans votre décision qui a changé. Et maintenant, vous voudriez avoir une police pour les masques? Réponse. Avant tout, jusqu'à tout récemment, les gens étaient à la maison. Alors, il n'y avait pas question de porter ou pas porter un masque, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes en train de rouvrir la société, surtout à l'extérieur de Montréal. Par conséquent, nous recommandons fortement que les gens portent un masque. Mais ce n'est pas obligatoire pour deux raisons. Premièrement, il est question de la disponibilité et de l'argent. Est-ce qu'un masque est disponible? Est-ce que les gens pauvres sont en mesure d'obtenir un masque? Donc, disponibilité. Deuxième raison, comme vous l'avez mentionné, des raisons légales. Afin d'en faire une exigence, il faut pouvoir prouver que c'est efficace. Et ce n'est pas aussi clair ou pas aussi évident à prouver que c'est efficace à 100%. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles nous recommandons fortement le port du masque. Mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Pour Mme McCann maintenant, il y a des syndicats de la santé qui disent qu'il faudrait procéder à un dépistage systématique de tous les travailleurs de la santé, qu'ils aient des symptômes ou non. Je sais que vous êtes préoccupé par les faux positifs. Vous ne voulez pas attraper des cas positifs parce que nous avons eu une travailleuse de la santé qui a menti sur ses symptômes pour pouvoir être testée et elle était déclarée positive. Elle voulait se rendre dans une nouvelle résidence et elle voulait se sentir en sécurité. Il a fallu qu'elle se batte pour obtenir un test. Est-ce que c'est normal? Réponse. Non, je pense qu'on se dirige vers cela. Nous avons fait de plus en plus de dépistages, comme les chiffres le démontrent, et nous en parlons activement. À brève échéance, nous allons tester encore davantage, surtout les gens qui sont symptomatiques, mais aussi les gens qui sont asymptomatiques, surtout dans les résidences de soins de longue durée, et surtout sur l'île de Montréal, ou dans le Grand Montréal, si vous le voulez. Donc, cela, c'est pour bientôt. Donc, de façon aléatoire, nous avons à détecter les gens asymptomatiques, les résidents, les travailleuses de la santé. Nous travaillons sur ce plan maintenant. Étant donné l'importance du retraçage des contacts, que dites-vous aux Québécois et aux Québécoises que c'est une atteinte à leur vie privée? Réponse. Fondée sur l'informatique? Ou non, de quelque façon que ce soit. Réponse. Non, écoutez, il y a une loi sur la santé publique où s'il y a une maladie infectieuse qui est contagieuse, nous recevons le nom des gens qui sont les cas et ensuite, nous leur demandons de collaborer avec nous pour nous donner les renseignements sur qui ils ont vu et nous contactons ces gens-là pour offrir des recommandations. C'est ce que nous faisons avec la tuberculose et d'autres maladies contagieuses. C'est rien de nouveau. J'estime, à cet égard, que nous aurions pu avoir d'autres cas. Si quelqu'un ne passe pas en auto-isolement, on pourrait demander à un juge
de décréter une ordonnance d'isolement contre la volonté de la personne malade et infectieuse. C'est que cette maladie peut être transmise à quelqu'un d'autre par les voies respiratoires. Donc, en lien avec ça, nous avons le pouvoir de procéder comme nous le faisons. Question. Il n'y a que les gens symptomatiques et qui ont eu un contact direct avec une personne malade sont invités à être dépistés à Montréal? Comment allons-nous empêcher les gens asymptomatiques de propager le virus? Et allez-vous offrir des tests mobiles pour les antigènes? Réponse. Oui, dans les régions précises. Si vous pensez avoir été en contact avec un cas, mais vous êtes asymptomatique, vous serez dépisté, vous serez testé, c'est sûr. C'est la nouvelle orientation dans ces points chauds de la province. Donc, ce seront des tests pour les gens asymptomatiques. Voilà. Question. J'aimerais demander au Dr Arruda une mise à jour sur Montréal. Nous croyons savoir, par exemple, qu'il y a ce risque que les travailleuses de la santé pourraient s'infecter, se rendre à la maison et infecter leur famille. Pouvez-vous nous donner une ventilation du pourcentage de cas confirmés au présent pour les travailleuses de la santé en comparaison avec les pourcentages en CHSLD et en milieu communautaire, c'est-à-dire en contagion communautaire? Réponse, non, mais j'ai demandé ces données. Sachez que je dirais que nous sommes fortement préoccupés par la situation et c'est pourquoi Mme McCann, ma ministre, vous a dit que nous allions adopter une autre approche pour les points chauds, les CHSLD à Montréal, pour les tests à l'égard des gens asymptomatiques, qu'ils soient travailleurs, travailleuses. Et chaque fois qu'on trouvera un cas, on fera enquête sur les contacts de cette personne et les membres de sa famille. Et nous aurons ce portrait-là. Mais je comprends votre question. J'ai posé la même question. J'ai voulu une ventilation de ces données. Mais ça prend plus de temps. Ça prend une analyse statistique fine. Question. Monsieur Legault, il y a une longue fin de semaine qui approche. J'ai beaucoup de courriels et de questions de gens qui veulent rouvrir leur chalet. Cela semble assez compliqué. Il y a également le problème dans l'Outaouais qui a été ouvert, mais il y a des gens du côté d'Ottawa qui ont des chalets sur le côté québécois de la frontière entre les deux provinces. Quels sont vos conseils quant à votre politique sur les gens qui se rendent vers leur chalet pour ouvrir le chalet après l'hiver? Réponse. Il faut comprendre si c'est essentiel ou non. Mais pour ma part, je dirais, si vous voulez aller redémarrer vos activités au chalet, il faudrait éviter de circuler dans la communauté. Essayez d'arriver avec tout le nécessaire. N'allez pas au marché, n'allez pas à l'épicerie. Faites tout cela avant, ici, dans votre lieu de résidence. On dit au revoir aux gens de la première chaîne à l'extérieur du Québec et on poursuit notre émission spéciale sur RDI et sur Radio-Canada pour le Québec. Merci. N'allez pas dans la communauté locale et évitez les gens de la localité. Voilà ce que je pourrais dire. Vous pouvez également attendre. Si vous pouvez attendre, pourquoi ne pas attendre? Je dirais qu'il y a encore de la neige par-ci, par-là. Je ne sais pas si c'est Dame Nature qui nous aide pour ne pas exercer trop de pression sur nous, mais c'est ça l'important. Ainsi, vous allez protéger les gens de la localité et vous n'allez pas les froisser ou les rendre un peu, comment dire, pris dans une vague de ressentiment de ces gens qui arrivent de la ville pour les infecter. Donc, s'il y a un problème, une éclosion à Sainte-Agathe ou ailleurs, en lien avec les gens qui arrivent de la ville pour ouvrir leur chalet, il va falloir sévir. On comprend très bien que ce qu'on a dit, c'est des déplacements minimums entre les régions. Mais bien entendu, on peut comprendre qu'on peut vouloir aller pour des raisons de logistique, ouvrir son chalet, ouvrir l'eau, ou vérifier s'il n'y a pas eu des dégâts durant l'hiver, etc., etc. Donc, si c'est possible de ne pas y aller, je recommande de ne pas y aller, mais si vous devez y aller, faites vos achats, vos emplettes d'épicerie,
de boissons, d'alcool, de bière, de tout ce que vous avez de besoin, vos appareils de quincaillerie, si c'est nécessaire, etc., amenez-les avec vous. Allez à votre chalet. Ne circulez pas nécessairement dans la communauté. Faites pas de party, de rassemblement de voisins, de chalets, etc. Ça va être plus respectueux des gens là-bas qui n'ont pas de circulation comme tel. Puis vous ne serez pas accusé d'avoir amené la maladie. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on doit le faire. On embarque dans la voiture, on se rend, on débarque notre stock ou le matériel, on rentre dans le chalet, on fait les travaux, on répare, puis on revient comme tel. Merci. So now back in English to last question from Raquel Fletcher, Global News. Question. Ce n'est pas ma question, c'est celle de Raquel. Un article du Journal de Montréal révèle que certains résidents à Québec n'ont pas été inspectés depuis 5 ans, des résidences pour aînés. Monsieur Legault, comment vous réagissez à cela? Et à quel point à quel point ça aurait pu influencer les enjeux d'aujourd'hui? Réponse. Nous avons augmenté le nombre d'inspections. La règle, en fait, c'est que chaque CHSLD doit être inspecté au moins une fois par 3 ans. Nous vérifions si c'est le cas, mais nous estimons que c'est le cas. Bien sûr, à l'avenir, nous proposerons une réforme importante de l'organisation des CHSLD au Québec. Donc, bien sûr, la pénurie de personnel est un enjeu important. Le niveau de rémunération également est un problème. Et la taille des CHSLD, c'est un autre aspect du problème. Donc, nous aurons beaucoup de chantiers qui nous attendent dans les mois à venir dans le dossier des CHSLD. Dernière question pour le Dr Arruda. Beaucoup de gens pensent que la vidéo de YouTube où vous dansiez était une mauvaise idée. Pourquoi l'avez-vous fait? Réponse. Avant tout, merci de la question. J'aimerais clarifier la situation. Avant tout, si cette vidéo a pu blesser ou insulter des gens, j'aimerais présenter mes excuses, mais j'aimerais expliquer le contexte. Avant tout, je travaille depuis le mois de janvier avec tous mes collègues ici et avec tout le système de santé afin de faire de notre mieux pour éliminer cette maladie du Québec. Je dirais que tous les soirs, vers 2 heures, je me réveille pour voir combien de personnes sont mortes. Et je puis vous dire que mon cœur est vraiment dans l'affaissement quand je vois ces morts. Donc, pour moi, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des personnes, des familles. Et je n'ai jamais voulu insulter quiconque à cet égard. Je reçois beaucoup de lettres, de courriels charmants. La plupart sont vraiment dans la gentillesse. D'autres m'insultent. Et je réagis toujours, je réponds. Et je ne savais même pas la personne qui a fait la musique. J'ai compris après qui c'était. Il m'envoie une chanson. Il m'a dit, « Est-ce que je pourrais avoir quelque chose en retour de vous? » Moi, j'ai dit, « Si je vais aller voir ma famille, nous allons danser avec cette musique. » Donc, c'était il y a 2 ou 3 semaines. Mais je n'étais pas en mesure d'aller à la maison. Donc, je suis resté à mon appartement. Il m'a rappelé et j'ai tourné cette vidéo. Je l'ai fait pour lui. Il m'a demandé, 2, 3 jours par après, est-ce que je peux le mettre sur mon site Web? Et je pense que c'était un site Facebook privé. Et je n'ai jamais fait l'association avec les autres associés. J'ai appelé le président du refuge pour expliquer la situation, m'expliquer et présenter mes excuses sur la situation. Je suis sûr que le gars ne voulait pas me causer des ennuis et je ne sais pas trop pourquoi. Il m'a demandé, est-ce qu'il y a une cause qui est importante pour vous? Moi, je parle des jeunes dans la rue. Parce que j'ai 3 enfants et ils ont l'occasion d'éviter la rue. Et je suis toujours très sensible à la situation des jeunes au Québec. Et donc, on dirait que ça a été mis sur Facebook dans ce contexte-là. Donc, cette vidéo a été faite pour une seule personne. Les événements, je vous les ai expliqués. Et je suis sûr que même la personne qui l'a créée
ne voulais insulter personne. C'était le cas. Donc, j'ai toujours été moi-même, je suis là, comme je suis, tel que je suis, mais je vais arrêter ce genre de vidéos parce que les gens s'en servent contre ma crédibilité et contre mon engagement. Donc, je vous remercie de la question. J'espère que ça va être clair maintenant. Comment ça s'est passé? Je vais écrire aux gens, mais je ne me servirai plus des médias sociaux dans ces contextes-là. Merci. Écoutez, si la performance que j'ai faite, qui était destinée à une personne, a fait de la peine ou insulté les familles qui sont endeuillées, je vous présente mes plus sincères excuses. Vous devez savoir que depuis le mois de janvier, je travaille jour et nuit avec tout un réseau de santé publique et un réseau de la santé avec le gouvernement pour véritablement vaincre ce virus. Dans le contexte de cette situation-là, on m'a exprimé énormément de choses positives et d'amour. Je reçois des lettres, je reçois des cadeaux, je reçois des mots et j'essaie de répondre à tout le monde. Je l'ai fait autant pour ceux qui m'injurent que pour ceux qui ont été gentils avec moi. Dans le contexte de cette chanson qui avait été composée, dont je n'ai même pas entendu véritablement les mots, la personne qui l'avait faite m'a demandé si je pouvais lui faire un petit retour. Je lui avais dit, oui, je vais le faire avec ma famille. Ce week-end, on va danser. Si jamais je vais à la maison avec ma femme, on va danser sur votre musique. Je n'ai pas pu y aller. J'ai été pris à Québec. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est que il m'a relancé. J'ai dit, bon, ben, écoute, samedi matin, j'étais en T-shirt noir, j'ai mis un petit chapeau qui était dans l'entrée. J'ai fait ce rap. J'ai dansé sur le rap il y a 2-3 semaines. Et donc, la personne me pose la question, est-ce que je peux le mettre sur mon Facebook? Pensant que c'était un Facebook un peu comme moi j'ai interne. Bon, ben ça. Ensuite, il m'a posé une question, c'est si j'avais une cause particulière que je défendais. J'ai trouvé que la situation des itinérants et des jeunes dans la rue et des jeunes était effroyable et que je trouvais que si moi j'avais... mais sans penser une minute que ça serait une collecte de sociofinancement avec ce que j'ai vu par après, les 2 vidéos côte à côte. Donc, moi, je peux vous dire qu'à chaque nuit, à 2 heures du matin, je regarde les décès et j'ai le cœur qui me tourne. Donc, ça n'a jamais été mon intention de blesser qui que ce soit. Et j'ai compris que plus jamais je utiliserai les médias sociaux dans ce contexte-là. Je vais écrire aux gens pour les remercier. Et puis, je vous remercie. Je m'excuse encore. J'ai appelé la directrice du refuge pour m'excuser de la situation. Et je vous en remercie. Dr. Arruda. Merci pour la question. Merci à vous pour votre réponse, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Santé. Merci. Ça complète pour cette conférence de presse. À bientôt.